Imaginez un peu un ancien chef d'État en exil qui se retrouve du jour au lendemain extradé pour faire face à la justice. C'est exactement ce qui vient de se passer. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le récit officiel qui se cache derrière cette manœuvre, une manœuvre politique et judiciaire pour le moins spectaculaire. Un ancien chef d'État, réfugié dans un pays voisin, qui est arrêté, puis extradé pour être jugé. Et tout ça en moins de 2 semaines. On pourrait croire au pitch d'un thriller politique. Exactement. Mais non, c'est l'histoire bien réelle de Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui s'est déroulée en janvier 2026 entre le Togo et le Burkina Faso. Une histoire absolument fascinante. Aujourd'hui, on va donc se plonger dans la mécanique de cette extradition éclair. On va essayer de décortiquer, presque minute par minute, comment un processus aussi complexe a pu aller si vite. Et pour ça, on s'appuie sur la communication officielle du ministère de la Justice du Burkina Faso qui a vraiment tenu à donner sa version très détaillée des faits. C'est ça. Et c'est une affaire qui touche à des questions de fond, la souveraineté, la justice internationale et bien sûr cette fameuse lutte contre l'impunité. La question centrale, c'est donc comment est-ce possible ? Alors, efficacité redoutable ou justice un peu trop expéditive ? Allons voir ça de plus près. Allons-y. Pour bien comprendre, il faut revenir au tout début. Et ce qui est intéressant, c'est que ça ne commence pas par une grande annonce politique. Non, pas du tout. Ça commence de manière beaucoup plus discrète, presque technique. C'est ça. Le point de départ officiel, d'après le communiqué burkinabé, c'est une dénonciation. Elle est enregistrée le 5 janvier 2026. Et le lieu est important. C'est auprès du parquet du tribunal de grande instance Gouaga 1. D'accord. Donc on est vraiment dans un cadre judiciaire très classique. Exactement. Le communiqué insiste beaucoup là-dessus. Ce n'est pas présenté comme une décision arbitraire du gouvernement, mais bien comme la suite logique d'une action en justice. C'est une façon de légitimer tout ce qui va suivre, j'imagine. Et cette dénonciation, elle disait quoi, On n'enclenche pas un tel mécanisme pour rien. Ah non, loin de là. La dénonciation vise plusieurs personnes, des civils, des militaires, et parmi eux, nommément, Paul-Henri Sandaogo Damiba. Et les faits ? Les faits sont qualifiés de graves. Et ils portent sur une accusation extrêmement sérieuse, l'atteinte à la sûreté et à la sécurité de l'État. Ah oui, là on est au sommet de l'échelle des accusations. C'est l'une des accusations les plus lourdes qui soit, oui. C'est ce qui va permettre à l'État de déployer des moyens exceptionnels. Alors attendez, vous dites le 5 janvier. Mais si je regarde la chronologie, le mandat d'arrêt international, lui, il est émis le 6, c'est-à-dire à peine 24 heures plus tard. C'est une accélération fulgurante. Comment c'est possible ? C'est là qu'on entre vraiment dans le cœur du réacteur judiciaire. C'est l'élément le plus spectaculaire du dossier, cette rapidité. Donc, concrètement, il se passe quoi ? Le procureur du Faso, saisi le 5, ne perd pas une seule minute. Il transmet immédiatement le dossier à un juge d'instruction. Et dès le lendemain, le 6 janvier, ce juge ouvre ce qu'on appelle une information judiciaire. D'accord. Et ça, pour qu'on comprenne bien la mécanique, ça change tout. On passe d'une simple dénonciation à une enquête formelle. C'est le point de non-retour judiciaire. À partir de là, le dossier n'est plus une simple allégation, c'est une affaire d'État officiellement instruite. Et c'est seulement à ce moment-là que le juge peut agir au niveau international. Exactement. C'est seulement dans ce cadre, une fois l'information ouverte, que le juge a le pouvoir de décerner un mandat d'arrêt international. Ce qu'il fait le jour même. Le jour même. En 24 heures, on est passé d'un simple dépôt de plainte au parquet à une notice rouge potentielle d'Interpol. La machine de coopération avec le Togo est lancée. C'est dingue. Alors, on s'attendrait à un dossier purement politique centré sur cette atteinte à la sûreté de l'État. Mais en fait, c'est plus complexe que ça. Absolument. Et c'est là que c'est juridiquement très habile. Si l'accusation politique est la plus spectaculaire, l'information judiciaire est ouverte pour toute une série d'infractions beaucoup plus concrètes. Ah, et lesquelles ? Principalement financières. La liste est assez impressionnante. Détournement criminel de deniers publics, enrichissement illicite, corruption. D'accord. Mais aussi incitation à la commission de crimes, recel aggravé et, pour finir, blanchissement de capitaux. Donc on a un double volet. Un volet politique, qui justifie l'urgence, et un volet financier qui, lui, donne une base matérielle très solide au dossier. C'est une stratégie redoutable. Le volet politique, ça peut toujours être contesté, présenté comme un procès politique. Bien sûr. Mais des accusations de détournement de fonds ou de blanchissement, ça se base sur des preuves matérielles, des flux financiers. C'est beaucoup plus factuel. Et d'ailleurs, le communiqué précise les bases légales de tout ça. Et il y a un détail qui saute aux yeux. Oui,
Il y a le code pénal, bien sûr, mais le texte cite aussi une loi très spécifique et très récente. Laquelle? La loi du 30 décembre 2024 relative à la lutte contre le blanchissement de capitaux. Ça, c'est pas un détail. Une loi qui a à peine 1 an au moment des faits. On a presque l'impression que l'arsenal juridique a été affûté juste avant. C'est une lecture très pertinente. Ça suggère une préparation en amont, une volonté de se doter des outils juridiques modernes et robustes pour agir vite et fort le moment venu. Notamment sur des dossiers financiers complexes. Impliquant des personnalités de premier plan. Exactement. Cette loi de 2024, c'est peut-être l'arme qui a rendu toute l'opération possible avec une telle rapidité. D'accord, donc le dossier burkinabé est blindé sur le papier. Mais un mandat d'arrêt, même bien ficelé, ça peut rester lettre morte pendant des années. Ah oui, très souvent. On l'a vu des dizaines de fois. Un ancien dirigeant se réfugie chez un voisin et il reste protégé. C'est là que tout aurait pu s'enliser. Et pourtant non. C'est le deuxième acte de cette pièce, tout aussi impressionnant que le premier. Le moment où la justice rencontre la diplomatie. Et où le Togo entre en scène? Voilà. Le mandat d'arrêt est transmis officiellement aux autorités togolaises. Et là encore, la procédure suit un chemin institutionnel très précis. Ce n'est pas le président togolais qui décide seul dans son bureau. Non. Le dossier est transmis à la justice togolaise et c'est la chambre d'instruction de la cour d'appel de Lomé qui est saisie. Et sa décision est tombée. À une vitesse assez incroyable pour ce genre de procédure. C'est stupéfiant. 10 jours. 10 jours. 10 jours seulement après l'ouverture de l'enquête au Burkina, la cour d'appel de Lomé rend sa décision. Le 16 janvier 2026, elle émet l'arrêt numéro 0132-2026. Et cet arrêt, il dit quoi? C'est la clé de voûte de toute l'opération. Il autorise formellement l'extradition de Paul-Henri Damiba vers le Burkina Faso. C'est presque une chorégraphie. Pour avoir suivi de nombreux dossiers de ce type, je n'ai que rarement vu les rouages judiciaires et diplomatiques s'aligner avec une telle perfection et une telle rapidité. Justement, cette vitesse. 10 jours pour une cour d'appel sur un dossier aussi sensible. D'habitude, ça prend des mois, non? Des mois, voire des années. Surtout avec les recours possibles. Est-ce que la défense de Damiba a même eu le temps de préparer ses arguments? C'est précisément là que le bat blesse pour certains observateurs. C'est là que les critiques sur une procédure opaque qu'on voit en marge des communications officielles prennent racine. C'est-à-dire? Officiellement, la procédure légale a été respectée. Saisine, audience, décision. Mais une telle célérité pose légitimement la question des droits de la défense. Ont-ils eu le temps matériel de préparer une contre-argumentation jugée? La rapidité vue de Ouagadougou est un signe d'efficacité. Vue d'ailleurs, Elle peut soulever des questions sur l'équité de la procédure. voilà. Et au-delà de l'aspect judiciaire, qu'est-ce que ça nous dit des relations entre le Burkina Faso et le Togo? C'est un acte diplomatique extrêmement fort. C'est un signal très, très clair. D'ailleurs, le communiqué burkinabé insiste lourdement là-dessus. Ah oui? Le gouvernement de Ouagadougou salue publiquement la qualité des relations entre les deux États. Pour eux, c'est la preuve de leur engagement commun en faveur de la justice. C'est un immense succès diplomatique. Ça montre qu'ils ont un allié fiable dans la région. Un allié fiable, prêt à coopérer vite sur des dossiers très sensibles. Et pour le Togo, c'est une manière de montrer qu'il ne sera pas une terre d'asile, en tout cas pas pour les dirigeants poursuivis par la justice burkinabé. Donc le feu vert judiciaire est donné le 16 janvier à Lomé. J'imagine que le transfert n'a pas traîné non plus. Vous imaginez bien, il n'y a eu absolument aucun temps mort. La décision de la cour d'appel est exécutoire. La suite est immédiate. L'ancien chef de l'État est remis aux autorités burkinabées et, d'après la source officielle, il atterrit à Ouagadougou dès le lendemain, le 17 janvier 2026. Le chapitre de l'exil est clos, celui du procès s'ouvre. En un temps record. Ce qui nous ramène à cette idée d'opacité dont on parlait. La version officielle, c'est une mécanique parfaite, une victoire contre l'impunité grâce à une coopération modèle. C'est le discours. Mais la critique sous-jacente, c'est que cette perfection est presque suspecte. C'est toute l'ambiguïté de l'affaire, oui. D'un côté, on a une procédure qui, sur le papier, a coché toutes les cases. Une dénonciation, une enquête, des accusations précises, une coopération validée par la justice. C'est un cas d'école. Et de l'autre? De l'autre, la rapidité extrême de chaque étape interroge. Opaque, ça veut dire qu'on soupçonne un accord politique en coulisses qui aurait été simplement habillé juridiquement? C'est l'une des interprétations possibles des critiques, oui. L'idée qu'un accord politique aurait pu préexister et que les procédures judiciaires n'auraient servi qu'à légitimer une décision déjà prise au plus haut niveau.
C'est une tension classique dans ce genre d'affaires. Très classique, il y a la demande populaire pour une justice rapide, et face à ça, il y a l'exigence d'une procédure transparente où les droits de la défense sont garantis sans l'ombre d'un doute. Et la vitesse peut être vue des deux côtés? Soit comme le summum de l'efficacité, soit comme le symptôme d'une précipitation qui pourrait nuire à l'équité du futur procès. Bon, si on fait le bilan, on a une opération judiciaire et diplomatique monnaie tambour battant, d'une dénonciation le 5 janvier à une extradition effective le 17. 12 jours. 12 jours en tout, c'est ça. Le tout basé sur un dossier très dense, qui mêle des accusations politiques très graves et des infractions financières très concrètes. Et validé par les justices des deux pays. C'est une excellente synthèse. Et cette affaire, elle est clairement présentée par le Burkina Faso comme un précédent, un modèle de coopération. Elle montre que des outils juridiques récents peuvent être activés de manière foudroyante. Voilà. Mais, et c'est le revers de la médaille, cette même rapidité, célébrée comme une victoire, alimente forcément le débat sur la transparence et le respect de toutes les garanties d'un procès équitable. L'efficacité et l'équité, pas toujours facile à concilier. C'est le moins qu'on puisse dire. Au-delà du cas d'Amiba, c'est une affaire qui pose des questions fondamentales sur la justice dans la région. Absolument. Ce dossier illustre parfaitement l'importance des relations bilatérales dans la justice pénale. Sans la confiance entre Ouagadougou et Lomé, rien de tout ça ne se serait produit. Ou en tout cas pas en 12 jours. Certainement pas. Et ça nous amène à une réflexion plus profonde, une pensée à garder en tête pour la suite. Laquelle? Dans cette quête tout à fait légitime de mettre fin à l'impunité des dirigeants déchus, comment garantir une séparation claire et nette entre la soif de justice et les potentiels calculs politiques? La ligne est toujours ténue. C'est la grande question. Et surtout, quel est le rôle des pays voisins? Doivent-ils simplement exécuter les demandes au nom de l'efficacité? Ou ont-ils aussi un devoir de regard pour s'assurer que la rapidité d'une extradition ne se fait pas au détriment des droits fondamentaux de la défense? C'est tout le dilemme que ce cas nous laisse en héritage.